Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire sur comment augmenter la performance de vos prévisions. Nous verrons ensemble quels sont les avantages de passer d'une solution manuelle à une solution automatisée. Voilà, je suis Emmanuel Courtoras, le CMO de Vertigo. Alors, quelques mots peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vertigo, qu'est-ce que c'est que Vertigo? C'est une plateforme IA prédictive de haute précision et qui permet de simuler et de fiabiliser toutes vos décisions liées à vos stocks, vos promotions, vos prix, votre assortiment, votre merchandising, et ainsi qu'à la trésorerie. Je serai accompagné de notre CEO ici présent, Clément Guillon. Bonjour Clément. Nous verrons ensemble pendant une quarantaine de minutes, voilà, en trois parties, comment passer d'une solution évidemment manuelle à une solution automatisée. Nous verrons donc au travers de cas concrets comment nous avons réussi chez nos clients à mettre en place ce type de solution. Et nous vous livrerons évidemment en prime, en bonus, 5 conseils pour mettre en place un système de prévision automatisé et qui, je l'espère, vous aidera à mieux piloter votre activité dans les différents métiers qui vous incombent. Voilà, alors l'automatisation par l'IA et comment cette IA transforme les processus en entreprise. Alors tout d'abord, j'aimerais vous parler de quelques chiffres que j'aimerais que vous reteniez de manière vraiment générale. L'IA, c'est vraiment un train qui est lancé à pleine vitesse et que les entreprises ont commencé à prendre. C'est un formidable levier de croissance. Je pense que si vous êtes là, c'est que aussi c'est quelque chose qui vous convainc aussi de plus en plus. Pour info, effectivement, c'est plus de 12 000 milliards de gains potentiels à l'échelle mondiale chaque année. D'ici une dizaine d'années, les entreprises qui connaîtront le succès et qui adopteront l'IA verront leur cash flow positif augmenter de 122%. C'est aujourd'hui un élément clé des entreprises dans les 10 prochaines années et toutes les entreprises, en tout cas qui sont leaders sur leur marché, adoptent l'IA. Alors, on connaît tous l'IA, on en a tous entendu parler et elle arrive sous plusieurs formes, évidemment dans notre quotidien, mais aussi dans notre travail. On peut de toute façon utiliser l'IA pour plusieurs formes et les chatbots utilisent de l'IA. On connaît aussi certaines applications de notre quotidien comme Netflix ou Uber Eats qui utilisent l'IA pour divers buts, automatiser et personnaliser des contenus, leur permettre de mieux raisonner, de mieux interagir avec vous, de mieux éventuellement classifier. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui et ce dont on va parler, c'est vraiment l'IA sous sa forme la plus business-oriented, c'est l'anticipation. Et comment on va utiliser l'IA dans l'analyse prédictive pour mieux anticiper. Alors, pour que nos prévisions et que nos process soient le plus fiables possible, cela implique de mettre en place des routines, des règles, mais aussi d'apprendre de ces données de manière continue pour pouvoir mieux anticiper. Et effectivement, mieux anticiper, c'est en partie automatiser ces process, automatiser ces prévisions. Et vous voyez ici une espèce de courbe de l'automatisation, le niveau 4 étant le niveau le plus autonome, le plus temps réel, le plus prescriptif, on va dire. Et le niveau 1, effectivement, qui va être plutôt le niveau basique, où l'entreprise va plutôt réagir aux événements, avoir une perspective plutôt interne et ne pas prendre en compte l'écosystème. Dans les 2 premières phases, effectivement, on est plutôt dans la réaction et dans les 2 dernières phases, on est plutôt dans le prescriptif et dans le prédictif. Alors, l'IA, elle se traduit au niveau métier de diverses manières. Elle permet à divers business units de votre entreprise de mieux travailler.
Alors là, j'ai pris 3 exemples un peu parlants, mais on pourrait l'étendre à tous les corps de métier. Si on prend par exemple dans le marketing et la vente, quand vous lancez des nouveaux produits et que vous vous demandez en quelle quantité mon produit va-t-il se vendre, par exemple, l'intelligence artificielle va vous permettre d'analyser et de mieux automatiser et d'itérer en fait les différents scénarios pour vous driver un petit peu vers la bonne réponse. Également, si vous avez une problématique de prix, les responsables pricing ou produits qui vont pouvoir derrière se dire quel est mon meilleur prix par rapport à la concurrence et comment ajuster ce prix en temps réel. On parlait tout à l'heure de temps réel sur la courbe d'automatisation. Là, clairement, seule l'IA peut vous permettre d'avancer de manière totalement dérisquée sur ces problématiques-là. Évidemment, un des leviers de croissance que l'IA apporte, c'est qu'elle va permettre aussi de prédire vos ventes avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de réactivité, que ce soit des ventes par magasin, par région, par canal, et évidemment de vous permettre de mieux choisir votre assortiment. Certains se demandent par exemple comment je vais choisir mon assortiment pour mieux maximiser ma marge, si c'est votre cas, ou tout simplement votre CA sur vos opérations commerciales par exemple. Donc évidemment dans le marketing et la vente, dans tous les postes liés à tout ce qui va être la prévision des ventes, du produit et du prix, c'est un élément central. Mais au niveau achat et approvisionnement, on peut évidemment penser que l'IA est un levier d'accélération. Lorsqu'il s'agit, par exemple, aujourd'hui de faire des réassorts, quand vous êtes responsable approvisionnement ou directeur supply chain, l'humain aujourd'hui est soumis à une telle quantité de données et de data que ça va être très compliqué de pouvoir itérer des scénarios pertinents à l'échelle de nos data. Quand on parle de 1000 magasins, 300 000 SKU, quand on parle de différents types de promos, plusieurs promos par mois, plusieurs systèmes de pricing par mois, c'est très compliqué d'avoir la bonne réponse et d'avoir une opération la moins risquée possible. Tout ce qui concerne le taux de service, évidemment, le stock résiduel, mieux prédire les ventes grâce à l'intelligence artificielle va vous permettre de réduire vos stocks de manière optimisée. Et évidemment, on en voit aussi les effets forcément, que ce soit en entrée ou en sortie, sur la trésorerie. Alors, ce que j'aimerais vraiment là vous présenter, c'est du coup, je vais passer la main à notre CEO Clément Guillon, c'est vraiment des cas pratiques de avant, après. Qu'est-ce que nos clients avaient avant, comment on les a amenés à automatiser et à mieux gérer leurs process et quels en ont été le ROI, les gains, les gains potentiels. Alors Clément, si tu es... Oui, merci, merci Emmanuel. Bonjour tout le monde. Je vais prendre la suite. Merci pour cette intro. Tu peux juste muter et je vais partager la presse. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans le cas d'usage. Attends. Emmanuel, t'es toujours pas en mute. Oui, pardon. Voilà. Ce que je vous propose pour prendre la suite, c'est de faire un petit deep dive sur un cas d'usage assez concret. On est là. Ce qu'on voulait vous présenter, alors évidemment, on pourrait l'appliquer à pas mal de sujets, mais on l'a dit aujourd'hui, le machine learning, l'intelligence artificielle peut apporter une capacité supplémentaire là sur toutes les problématiques de prévision. Les prévisions, c'est un sujet, j'ai envie de dire, universel dans tous les business, dans toutes les entreprises, quels que soient les métiers, on a besoin d'anticiper. Et en fait, le constat qu'on voit, c'est que on se rend compte qu'il y a quand même une dichotomie, une rupture entre la façon dont on fait les prévisions et les sujets qu'on va adresser.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des prévisions de stock, de vente, des modèles assez poussés, que ce soit sur Excel ou sur des sujets, ou sur d'autres outils. Et on a des systèmes, on va dire, de niveau 1 ou niveau 2, pour reprendre l'échelle qui a été présentée. Et derrière, on a des décisions qui ont des conséquences à plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros de CA, de productivité, de stock, d'immobilisation, peu importe le sujet. Donc, nous, notre constat, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui tout un univers à découvrir et sur lequel on peut appliquer du machine learning ou d'autres technologies prédictives pour pouvoir améliorer ses prévisions. Et on va essayer de rentrer, on va prendre cet exemple dans le monde du retail pour voir un peu plus loin les bénéfices et la façon dont ça se passe de l'intérieur. Donc là, si je reviens sur notre cas, on est chez un retailer, une marque connue du grand public, avec plus de 1500 points de vente, des milliers de SKU, donc de références, et un sujet qui était de piloter l'écoulement des invendus dans les points de vente. Donc vraiment mieux gérer les stocks et mieux anticiper les ventes. Donc là, pareil, on revient sur la problématique qui est encore une fois assez universelle. C'est comment, au niveau central et au niveau de tous les magasins, comment mieux anticiper la vente des produits. Dans le cas dont on va parler aujourd'hui, c'est des produits non alimentaires, de type électroménager, livres, textiles et tout autre type, donc tout ce qui est non alimentaire. Ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres sujets, avec un système de prévision en place sur Excel, extrêmement chronophage pour les équipes parce que ça prend du temps de gérer et d'opérer des modèles quand on a ce scope opérationnel, des prévisions évidemment fastidieuses et qui génèrent une performance pas complètement optimale et donc en conséquence opérationnelle qui génère des stocks. Et surtout, voilà, un niveau de fiabilité générale pour la maintenance du système et pour l'opérabilité assez faible. On est ni plus ni moins dans du standard et voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup se reconnaîtront dans ces sujets-là. Les objectifs qui nous ont été donnés, c'est évidemment d'un point de vue opérationnel d'améliorer le système en place pour limiter les ventes perdues, donc les ruptures, le surstock et surtout optimiser le taux de revente. Donc, c'est-à-dire donc maximiser la bonne adéquation du stock qu'on va placer en magasin par rapport aux ventes estimées. Deuxième objectif, c'est libérer du temps aux équipes pour se consacrer à des tâches évidemment à plus forte valeur ajoutée. Effectivement, comme j'ai dit, on est sur une charge de travail conséquente, maintenir des fichiers Excel de prévision et les opérer et faire des simulations. On est sur des équivalents temps plein pour gérer ce genre de tâches. Et après, il y a tout un pan aussi sur l'usage pour mieux gérer les commandes, mieux gérer la répartition des produits entre les magasins, assister les magasins dans l'anticipation. Donc aussi, il y a un rôle de communication, de sensibilisation. Et aussi tout simplement de simplifier, d'automatiser ce processus interne qui était à bout de souffle. Donc de nombreux enjeux. Je vois quelques questions dans le chat. Je vous propose, enfin quelques questions dans le chat. Je vous propose de répondre à la fin. On aura un temps pour ça. L'ancien système en place. Comme je l'ai dit, un agrégat de fichiers Excel pour gérer toutes ces prévisions. Je vous rappelle qu'on est sur plus de 1500 magasins et des centaines de références, donc je vous laisse faire le calcul sur le nombre de fichiers, de colonnes et de lignes que ça peut générer. En termes de façon de faire, on était sur une façon, on va dire, assez classique, c'est-à-dire top-down, où on va générer des prévisions génériques qu'on va après allouer entre tous les magasins, selon les zones, selon les périodes, selon les types d'enseignes et de business units. Avec une façon de faire qui est l'utilisation des lois, on va dire, statistiques pour parler mathématiques, c'est-à-dire qu'on reprend des historiques de vente de produits similaires et on va essayer de consolider à la main ou avec des règles sur Excel pour essayer de réconcilier des historiques. Voilà. Donc, l'inconvénient, vous l'avez tous compris, c'est que d'une part,
on ne prend pas en compte, on est sur des approches macro qui ne prennent pas forcément en compte des données exogènes, des tendances d'évolution sur des zones particulières, sur des types de magasins. On ne prend pas en compte des effets de cannibalisation entre différents types de produits. On ne prend pas en compte la typologie des magasins, la typologie des saisons, ou tout ce genre d'aspects qu'on retrouve finalement dans des mailles plus micro et non pas macro. Et enfin, on a un autre sujet, c'est qu'on on a un peu un effet, ce qu'on appelle l'effet budget, c'est-à-dire que on va faire des prévisions avec ces fichiers, mais qui se confondent avec des objectifs budgétaires. C'est-à-dire, on veut faire tel chiffre, on veut atteindre tel objectif, ou on veut instaurer telle ambition dans telle catégorie de produits ou tel magasin, et donc on va avoir tendance à mixer l'approche budgétaire, prévisionnelle, et donc avoir finalement des prévisions qui sont biaisées. Conséquence, c'est qu'on avait des énormes surstocks. Et qui dit surstock, effectivement, dit après des coûts de stockage, des coûts de transport et effectivement des produits après sur les bras. La solution qui a été proposée, et qui est notre savoir-faire chez Vertigo. Vertigo c'est un ensemble de solutions prédictives justement pour assister les opérationnels dans la gestion de ce genre de scénario. C'est une solution automatisée de prévision qui se base sur du machine learning et notre technologie et notre plateforme Vertigo pour générer à la maille la plus fine. Donc la maille la plus fine de calcul, en l'occurrence, c'est la maille point de vente SKU. Donc ça fait la maille, il y a une centaine de milliers de scopes opérationnels, avec comme objectif presque mathématique de réduire les surstocks et d'ajuster au mieux les quantités selon les magasins. Tout cela, comme je l'ai dit, pour un assortiment de centaines de références dans le cadre de campagnes promotionnelles et sur des prévisions pas forcément instantanées, puisqu'on est sur de l'anticipation. C'est-à-dire que là, on va faire des prévisions sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 6 à 9 mois en avance de phase. Donc, il faut essayer de comprendre des tendances avant même qu'on ait pu avoir toutes les données contextuelles. Les résultats qu'on a obtenus, tout de suite pour donner un cadre, on a réussi. D'une part, il y avait un objectif sur comme je l'ai précisé, le nombre de magasins qui étaient dans une zone cible de taux de revente au-delà des 60%. Donc, le taux de revente, c'est du coup maximiser l'écoulement des produits au sein des magasins. Donc, ça, on a réussi à doubler le nombre de magasins pour les mettre dans la zone verte. On a surtout réduit l'erreur sur les précisions. C'est l'indicateur que vous voyez à droite, la MAE, qui est un des indicateurs mathématiques qu'on peut utiliser pour piloter la précision des prévisions. On a réduit de 35% les stocks résiduels et effectivement, on a triplé la précision globale à la maille produit, donc à la maille la plus fine, générique, des prévisions. Donc, c'est ce qui démontre la fiabilité et le gain du système. Le nouveau système, pourquoi c'est intéressant? On le retrouve d'un point de vue presque mathématique, c'est intéressant à 3 niveaux. La première, c'est que c'est un système auto-apprenant. C'est du machine learning, l'apprentissage automatisé. Donc, on se base sur l'historique de passé, sur l'historique de vente, qu'on conjugue avec des données exogènes, des données contextuelles et qui nous permettent d'améliorer les précisions. J'en profite aussi pour rappeler qu'un système que j'ai appelé auto-apprenant, pour ne pas dire intelligent, c'est que finalement, c'est lui qui trouve lui-même les corrélations entre les différents paramètres et qui détecte des corrélations entre les différents facteurs qu'on lui donne. Donc, ce qui enlève le biais qu'on pourrait, nous, humains, rajouter. Même si dans le machine learning, il reste toujours quelques biais, et ça peut être c'est tout un sujet. Ce qui est intéressant là, c'est qu'au-delà des prévisions, on a des modélisations à la maille la plus fine qui nous permettent de comprendre des comportements de magasins, des comportements de clients, des comportements produits.
Donc, c'est-à-dire que le modèle de prévision de machine learning va venir détecter les tendances par type de magasin, par type de client, par type de rayon, par type de produit. Et on va aussi pouvoir comprendre, à la maille la plus fine, les saisonnalités. Donc tout cela, ça va être possible dans ce nouveau système qui va être, encore une fois, auto-apprenant. Comment ça se passe si on ouvre la machine et comment s'est passé le projet? Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était de mettre en place une solution de prévision sur base de machine learning supportée par la plateforme Vertigo. Donc, si le processus est le suivant. La première chose, c'est de récupérer toutes les données. Donc, on récupère via des extracts ou via des connecteurs les données de vente qui nous intéressent, donc les données d'historique. On va avoir une phase de modélisation automatisée par notre plateforme qui va venir comprendre quel type de modèle sera le plus pertinent sur l'ensemble des sujets qu'on veut prédire, avec une évaluation à chaque fois des modèles qui est fait pour pouvoir déterminer, et on va itérer comme ça, c'est le cercle vertueux du milieu, on va pouvoir aller jusqu'à comprendre et détecter le modèle de machine learning le plus pertinent, le valider et le déployer. Donc ça, c'est ce que fait la plateforme, c'est l'intérieur. Donc c'est pas piloté par un humain forcément, c'est nous qui allons mettre ça en place pour pouvoir aboutir au meilleur modèle. Donc c'est finalement ce que fait une plateforme de machine learning, hein, vous voyez, c'est typiquement ce que ferait un être humain face à un problème de prévision, c'est qu'il va itérer, il va tester des choses jusqu'à trouver le meilleur modèle. Bon, bah là, aujourd'hui, ce qui est magique, c'est qu'on a une plateforme qui permet de gérer des milliers et des milliers de combinaisons, sauf que c'est pas nous, sur un fichier Excel, qui le faisons, c'est la plateforme. Et elle va évidemment être, sur ce point-là, beaucoup plus efficace que nous. Comment ça se passe après en termes d'intégration? Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil automatisé qui soit le plus indolore possible d'utilisation et de mise en place. Donc, en l'occurrence, là, on a un système qu'on a pensé comme une surcouche, donc qui vient récupérer des données de l'ensemble de l'IT, du système IT en place, du client. Donc, on vient récupérer. Le modèle au milieu, Vertigo, vient penser les prédictions et va ensuite les générer et les envoyer vers les systèmes cibles. Donc, en l'occurrence, ça peut être consommé via, comme le disait Emmanuel en début, on peut imaginer plein de choses. Ça peut être réinjecté dans les systèmes supply chain, ça peut être injecté dans les systèmes de finance et de gestion de la trésorerie, ça peut être réinjecté dans les CMS, dans des outils de BI, ou alors être réenvoyé via des systèmes d'API qui permettent de l'intégrer à des systèmes tiers. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est on génère des prévisions qui peuvent être après exploitées à tous les niveaux de l'organisation. Voilà à quoi ressemble, pour l'anecdote, la plateforme Vertigo. On est sur des interfaces diverses et variées, une API, des lignes de commande qui permettent d'exploiter vraiment de façon complètement universelle après les prévisions. Et vraiment, je pense que c'est ça l'intérêt aujourd'hui de ce type de système, c'est qu'on est capable de gérer des prévisions à la demande sur de nombreux business cases et après les réutiliser dans différentes configurations. Exercice intéressant, et pour finir sur ce cas d'usage, on s'est prêté à un jeu avec ce client qui est d'aller présenter au conseil d'administration le gain de l'automatisation. Et donc, je vous partage la façon dont on a calculé les gains au-delà des gains opérationnels, en termes de gains de précision de stock, mais on a fait ce bilan de l'automatisation et on a abouti à deux équations. La première qui était sur l'objectif de gain de temps et de ressources et d'automatisation du process. On a chiffré le temps passé avant par les opérationnels. En l'occurrence, c'était une équipe de 3 personnes qui gérait ce genre de modèle pour toutes les campagnes promotionnelles, pour les ventes permanentes et qui gérait cet attelage de fichiers Excel. On a pris en compte, bien sûr, la périodicité, le scope d'utilisation. Donc, nous, en l'occurrence, c'était des opérations mensuelles. Donc, il y en a à peu près 14 par an. Donc, vous imaginez le travail. Donc, quasiment une fois par mois, qu'il fallait renouveler cet exercice de prévision, fois le nombre de prévisionnistes. Et ce qui nous donnait une première équation sur le gain de temps. Parce qu'en fait, là, on est passé de 3 personnes quasiment temps plein qui géraient ce genre d'exercice
à une personne qui maintient et qui exploite les prédictions et encore qui n'y passe que à peu près 25 à 30% de son temps. Donc, on a un gain substantiel en termes de temps économisé et de ressources pour pouvoir les allouer à des choses à plus forte valeur ajoutée. Il y a aussi le gain plutôt en valeur parce qu'on a chiffré évidemment le gain sur la rationalisation. On fait moins d'erreurs, il y a moins de contrôle qui est fait dans la chaîne de discussion. On peut mettre, comme je l'ai dit, les prévisionnistes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour piloter des nouvelles campagnes, pour assister les magasins, pour lancer des projets. Et on a aussi chiffré le gain en termes de synergie avec les autres départements. Comme je l'ai dit, les prévisions, elles servent tant d'un point de vue du stock, de la supply chain, mais elles servent aussi à d'autres fonctions de l'entreprise. Ça peut servir aux financiers, ça peut servir aux commerciaux, aux marketeurs qui vont vouloir piloter des approvisionnements. Donc tout ça aussi, on l'a chiffré. Donc on peut pas présenter évidemment les chiffres parce qu'ils sont confidentiels, mais on voulait vous exposer les deux, vraiment l'équation qu'on a présentée au conseil d'administration et qui reflétait vraiment les gains opérationnels, donc à chaque fois en équivalent ETP, équivalent temps plein, et en valeur de productivité qu'on a pu générer au sein de l'organisation. Et donc, on l'a chiffré au total, c'est un peu plus d'1 million d'euros de gains, 1,2 million d'euros de gains annuels. Donc, on est sur quelque chose de substantiel sur un processus parmi d'autres, encore une fois. Donc, on voit, c'est là où on peut reboucler avec les chiffres qui ont été présentés en début de webinaire, où on est sur des économies grâce à l'IA, à l'automatisation et rendre les processus plus intelligents de plus de 10 000 milliards de dollars par an. Et on voit là, via un exemple, comment ça peut se refléter. Si je continue, 5 conseils qu'on peut retenir qui ont été on va dire des apprentissages de cette expérience. Le premier, et c'est absolument clé, il faut se concentrer sur des problèmes sur lesquels on sait qu'on va avoir un ROI et sur lequel on peut mesurer le gain. Encore une fois, là, on s'est concentré sur un problème que je vous ai présenté de stock, de vente perdue, de temps passé. Donc, on pouvait mesurer le gain et on était sur une part substantielle du chiffre d'affaires. Donc, on pouvait véritablement améliorer les choses puisqu'on vous voyez qu'on a réduit de 40% la précision. Ça veut dire qu'il y avait quand même des choses à aller chercher et derrière des enjeux forts. On peut l'imaginer, Emmanuel vous l'a présenté, sur plein d'autres choses, sur les produits, sur l'optimisation des ressources, du transport, sur les revenus, sur le pilotage financier, sur les opérations marketing. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais l'important, c'est d'avoir ce problème à faire ROI et de pouvoir mesurer le gain avec des KPIs, avec des metrics. Deuxième conseil, deuxième apprentissage, c'est la disponibilité de la donnée. Encore une fois, ces modèles, on ne s'est pas concentré véritablement sur le machine learning, mais ce sont des approches qui fonctionnent avec de l'historique pour qu'ils puissent apprendre. Ce sont des systèmes auto-apprenants. Donc, en l'occurrence ici, on s'est servi de données de magasins, on s'est servi de données de vente, donc les ventes, les tickets de vente, de données externes disponibles, la météo, le Covid, la pollution, le trafic, l'emplacement des magasins et des données géomarketing comme l'emplacement des magasins pour pouvoir décrypter l'environnement et essayer de caractériser l'impact de l'emplacement des magasins. Donc tout ça, ça a été possible parce qu'on a ces données à disposition. Donc effectivement, et plus on les a facilement, plus ça réduit le temps du projet et de l'implémentation de la solution. Troisième conseil, évidemment, on n'était pas là pour faire un POC, on était là pour faire un projet et pour automatiser un processus opérationnel quotidien. Donc, on n'était pas là pour tester, on a directement pensé l'application pour l'avoir déployée sur tout le scope opérationnel. Donc, c'est-à-dire que dès le début, il fallait intégrer les contraintes d'usage, les contraintes de communication avec les magasins, les contraintes métiers, et ça, c'est absolument clé. On a souvent tendance, dans des POC, dans des approches, à réduire le scope, et ce qui fait qu'on passe au travers de d'autres éléments qu'on ne retrouve que dans l'industrialisation, mais malheureusement, c'est un petit peu tard après. Donc, dès le début, il faut penser à l'industrialisation.
Encore une fois, le prédictif, je l'ai expliqué en préambule, hein, mais il y a un très très fort potentiel pour aujourd'hui, on a des modèles qui sont extrêmement matures, on a des technologies qui fonctionnent, donc que ce soit sur l'anticipation de la demande client, sur le niveau de service, sur rendre quelque part augmenter le collaborateur, c'est-à-dire lui donner plus de moyens d'être plus précis dans ses prédictions, dans ses prévisions, dans ses décisions. On a dans la gestion des patrimoines de données, on a énormément de potentiel et j'imagine que tout le monde en est conscient. Enfin, dernier point, les quelques facteurs clés de la démarche, c'est que d'une part, c'était pas un sujet que métier ou que IT ou que innovation, c'était tout le monde ensemble. Donc, dès le début, l'IT, les métiers étaient embarqués avec le même objectif et un alignement du sujet. Deuxième chose aussi, je l'ai dit, on avait des métriques définies très concrètement, les taux de revente, la valeur du stock résiduel, la MAE, ce sont des objectifs qu'on s'était fixés pour mesurer le gain. Dernière chose, l'expérience utilisateur anticipée dès le début. Comment les prévisions, sous quel format doivent-elles être pensées pour que ceux qui les reçoivent à la fin ne soient pas perturbés. Ce n'est pas à eux de s'adapter, c'est à nous de penser le système de prévision pour le rendre le plus ergonomique possible. Donc, on a pensé un système avec des extracts de fichiers Excel pour les prévisions, de fichiers plats qui s'intègrent dans les outils existants pour être le plus indolore possible dans l'exploitation et l'utilisation. Et ça se pense dès le premier jour. Voilà pour ces quelques conseils et ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a inspiré et donné quelques éléments. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions-réponses, s'il y en a. Et je vous laisse, Emmanuel, corrige-moi si je me trompe, poser les questions dans le chat. Oui, alors effectivement, on a une première question de Jean-Baptiste qui nous demande qu'est-ce que on appelle le niveau prescriptif, niveau 3. Alors, tac, le niveau 3. Alors, je remets la slide pour ceux qui ne l'avaient pas. Hop, attends, je vais partager. Tac. Alors, ouais, voilà. Donc, effectivement, donc cette courbe-là, c'est une courbe qui vous permet effectivement d'évaluer un petit peu où vous positionnez à peu près où est-ce que votre entreprise en est dans le niveau d'automatisation. Et le niveau prescriptif, tout simplement, c'est un usage d'un système avancé de prédiction continue sur tous les processus de votre entreprise. Et entre le niveau 3 et le niveau 4, finalement, c'est que quand vous êtes sur le dernier niveau, vous atteignez une espèce d'autonomie complète quasiment, que ce soit au niveau de la supply chain ou d'autres business units, grâce à une utilisation du machine learning qui va vous permettre de multiplier vraiment les scénarios de manière exponentielle, tout en s'appuyant sur le résultat des prédictions en temps réel. Et donc là, vous êtes capable, au niveau prescriptif, finalement, d'anticiper, mais donc de prévenir en fait ce qui va arriver. Et de dire, bah voilà, je me base aujourd'hui sur... par exemple, mettons que nous parlons du Covid. Lorsque la Covid est arrivée, il a fallu réentraîner les modèles sur la base de cette nouvelle norme qui était le confinement ou le déconfinement en fonction des différentes phases. Et donc de réentraîner les modèles et d'avoir quasiment du temps réel en termes de prédictif. Et là, vous arrivez finalement à avoir un coup d'avance sur la concurrence en intégrant ces problématiques, qu'elles soient exogènes ou endogènes d'ailleurs. Et donc, du coup, la différence, c'est que vraiment, on est sur quelque chose de continu, d'avancé, de scalable, qui va vraiment, au lieu de se focaliser sur l'univers interne, va avoir une perspective vraiment de l'écosystème qui l'entoure. Et c'est vraiment la différence à partir de ce niveau 3. Il y avait une autre question Il y avait une autre question. Tu peux te mettre en mute. Ouais. Alors, excuse-moi. Hop. Sur la... Attends, hop. Je m'enlève carrément. Ouais, sur les données externes. Donc, du coup,
Les données externes, on les sort. Alors évidemment, il y a une caractérisation d'abord des données externes. On ne prend pas toutes les données externes pour tous les sujets. En l'occurrence, là, pour les promotions, et comme on était 6-9 mois en avance, là, évidemment, personne n'a la météo et ou les événements. Donc, on se servait d'autres types de données exogènes, comme plutôt des données sociodémographiques relatives à l'emplacement des magasins pour essayer de caractériser les populations de clients. De manière générale, si on devait traiter des sujets de prévision plus opérationnelle, comme l'a expliqué Emmanuel sur la Covid ou sur des données de vente pour demain où la météo sont disponibles, on utilise des API standards, de l'open data. Donc, il y a des API où on peut récupérer et caractériser des flux de météo. Par géographie, par géolocalisation. Donc ça, c'est des choses qu'on a, nous, en standard, un certain nombre d'API externes d'open data où on vient retraiter des données et on vient, du coup, enrichir le set de données d'entraînement. Donc ça, c'est des choses qui viennent en standard, nous, dans notre plateforme, mais qu'on peut récupérer de manière générale via des API. Est-ce que... je ne vois pas d'autres questions. Quels sont les prérequis pour mettre en place une solution comme Vertigo? C'est une bonne question. Je l'ai un peu dit à la fin, c'est un sujet à fort ROI, et de manière générale, on peut se connecter sur n'importe quel type de système, mais il faut quand même avoir un sujet avec des données, un historique de données suffisamment profond pour pouvoir comprendre le problème. Donc, en général, on est plutôt, de manière générique, quel que soit le sujet, entre 1 et 3 ans d'historique de données sur le sujet qu'on veut caractériser, de prédiction, qui permet de faire tourner des modèles d'apprentissage automatisé qui donnent des résultats pertinents. On peut réduire un peu selon les sujets, mais après, on perd des effets comme la saisonnalité. Donc, je dirais que la bonne disponibilité de données propres et claires en quantité suffisante est un des facteurs clés. Le deuxième étant d'être sur un sujet, encore une fois, à potentiel, où on va véritablement apporter un service nouveau. Voilà, si on est sur, par exemple, si on doit faire des prévisions sur un sujet précis une fois par an et que ça prend une demi-journée, bon, là, l'intérêt est peut-être pas pertinent. Si c'est un sujet récurrent qui revient avec, encore une fois, des décisions qui vont avoir des impacts substantiels sur l'organisation et sur le PNL de l'entreprise, là, ça devient très intéressant. J'espère avoir répondu aux questions. Je vois encore. Merci Vincent. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Vous aurez accès au replay et à tous les éléments. Et on est bien sûr à votre disposition. Merci d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt.